Dans ce tutoriel, nous allons traiter le thème de la productivité. La productivité horaire du travail correspond au ratio entre la richesse créée, exemple ici la valeur ajoutée, et les moyens mis en œuvre pour l'obtenir, exemple le volume d'heures travaillées. La productivité horaire du travail est donc valeur ajoutée sur volume d'heures travaillées. La productivité en elle-même est un indicateur insuffisant, il faut pouvoir la comparer dans le temps ou dans l'espace avec d'autres entreprises ou des pays voisins. Cette comparaison dans le temps nous amène à évoquer les gains de productivité. Il peut y avoir gain de productivité si la même valeur ajoutée ou la même production a été réalisée mais avec moins de facteurs de production, ou bien si la valeur ajoutée a été supérieure alors qu'on a utilisé les mêmes facteurs de production. Dans la réalité, il s'agit souvent d'une combinaison des deux paramètres. L'évolution de la productivité du travail entre 2000 et 2014 pour le cas de la France, toutes branches confondues, a été de 1,2% par an. Les gains de productivité étant plus importants dans l'industrie, ceux-ci ont été sur la même période de pratiquement 3% par an. À noter le recul des gains de productivité sur les années 2008 et 2009 du fait de la moindre utilisation du facteur travail pendant la crise des subprimes. On constate globalement depuis une trentaine d'années un très net ralentissement des gains de productivité, notable notamment sur toute la zone euro, avec un taux moyen aujourd'hui à 0,5% par an. En menant une observation sur 55 ans, l'analyse est la même, de forts gains de productivité réalisés jusqu'à la fin de la période des 30 glorieuses, des gains de productivité conséquents pendant toute la période de l'automatisation de l'industrie, notamment en Europe, et puis un très net ralentissement depuis le début des années 2000 du fait de la désindustrialisation de l'économie et de la montée d'une économie de services. On retrouve donc 5 explications principales quant au ralentissement des gains de productivité: la spécialisation dans des secteurs qui ont une plus faible croissance de productivité, les services, la faiblesse de l'investissement privé, que ce soit physiquement ou dans le secteur du numérique, la mauvaise affectation des prêts bancaires suite à la crise des subprimes, prêts qui ne se sont pas toujours tournés vers les entreprises les plus performantes, la difficulté pour les statistiques à correctement prendre en compte l'apport des nouvelles technologies, et sans doute aussi l'efficacité des pratiques managériales, en termes notamment de performance, d'adéquation entre rémunération et performance, et de mode de management. Peut-on considérer les gains de productivité comme une richesse? Premier exemple, l'entreprise a réalisé une production de 100 avec 10 unités de facteur travail par division, la productivité est de 10. Deux méthodes pour obtenir des gains de productivité: soit la production est la même, elle a été réalisée avec moins de facteurs de production, exemple 8, ce qui donne une productivité à 12,5, soit en conservant les mêmes facteurs de production, la production a été de 120, ce qui fait une productivité de 12. Dans les deux cas, on peut mettre en avant qu'il s'agit bien d'une nouvelle richesse créée par l'entreprise. Exemple, dans le premier cas, l'entreprise réalise 100 de production avec 10 unités de facteur travail et donc obtient ce résultat. Dans le second cas, elle n'a consommé que 8 unités de facteur travail, le résultat est donc plus important. Dans le troisième cas, la production réalisée est de 120 unités alors que les charges n'ont été toujours que de 10, le résultat est donc toujours plus important. On peut donc en conclure que les gains de productivité sont bien une richesse qui est dégagée par l'entreprise. Nous pouvons maintenant nous interroger sur l'origine des gains de productivité. Première explication, l'importance de la recherche, de l'innovation, de l'intégration du progrès technique dans l'entreprise. L'organisation du travail, les nouvelles techniques de management y participent, et bien sûr l'investissement. La substitution des facteurs de production en privilégiant la machine au facteur travail peut également y participer. La croissance endogène avec le rôle de l'État, mais qui sera repris à la fin de ce diaporama, et l'importance des dépenses en capital humain et en éducation. On note ici la moindre dépense des pays européens en recherche et développement comparativement aux États-Unis et au Japon, excepté les pays nordiques comme la Suède ou la Finlande.
Si les gains de productivité sont une richesse, on peut alors s'interroger sur le partage de cette richesse. Celui-ci peut concerner les salariés de trois façons: par une réduction du temps de travail indépendamment de la loi, par une réduction des effectifs, ce qui est donc synonyme de chômage, ou bien par une augmentation des rémunérations. Le partage concerne aussi les actionnaires par une augmentation des dividendes et l'entreprise par une augmentation de son autofinancement. Il peut concerner également les consommateurs par la baisse du prix des produits et évidemment l'État qui obtiendra plus d'impôts. On note ici que le partage n'est pas forcément favorable aux salariés puisque l'évolution de l'indice des salaires réels sur 15 ans reste nettement inférieure à l'évolution de l'indice de la productivité du travail. On peut se poser la question de l'impact des gains de productivité sur l'emploi. Ainsi, des gains de productivité peuvent à la fois augmenter les marges dans l'entreprise, permettre une baisse des prix pour les consommateurs, une hausse des salaires pour les salariés, mais le fait qu'il y ait moins besoin de main-d'œuvre et donc ce surplus de main-d'œuvre impacte le marché de l'emploi négativement. La hausse des marges permet côté entreprise une hausse de l'investissement et de la rémunération des actionnaires. La baisse des prix permet pour l'exportation une amélioration de la compétitivité. Cette baisse des prix couplée à la hausse des salaires permet une hausse du pouvoir d'achat. La hausse de l'investissement plus la hausse des exportations plus celle de la consommation permet de créer une nouvelle demande, laquelle demande influence positivement le marché de l'emploi. Ainsi, par le haut du schéma, on constate que les gains de productivité peuvent être destructeurs d'emplois, mais par le bas du schéma, que ces gains de productivité peuvent à nouveau créer d'autres emplois. Bien sûr, il ne s'agit pas forcément des mêmes emplois. Au final, le marché du travail est-il gagnant ou perdant du fait des gains de productivité? Tout dépend du niveau de croissance de l'économie. Ainsi, dans un contexte où il y aurait de forts gains de productivité, couplés avec une faible croissance économique, alors on assisterait plutôt à une destruction de l'emploi, ce qui a été le cas pour la France de la période 1980-1987. A l'inverse, un ralentissement des gains de productivité couplé à une bonne croissance économique permettrait une création d'emplois, ce que la France a connu sur les années 97 à 2001, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. A noter que l'on constate une modification de la norme de l'emploi, davantage de CDD, de temps partiel, qu'on associe souvent à une dégradation de la norme de l'emploi. Rappelons le lien entre valeur ajoutée et croissance économique. À l'échelle de l'entreprise, il y a combinaison de facteurs travail, de facteurs capital et l'obtention de gains de productivité, ce qui génère une richesse qui porte le nom de valeur ajoutée. Par somme, et du coup nous passons à l'échelle du pays entier, on obtient le PIB. Par variation, nous obtenons la croissance économique si celle-ci est positive, ou bien une récession. Pour l'année 2016, le PIB a été de 2200 milliards d'euros et la croissance économique de 1,1%. Plusieurs explications à la croissance économique. Dans l'explication par l'offre, la croissance provient d'une variation de la quantité de facteurs travail utilisés, d'une variation également de la quantité de capital utilisé et de l'importance du progrès technique. Nous sommes ici dans le modèle de Solow proposé en 1956 pour qui le progrès technique a pour origine des facteurs extérieurs à la production. On parle alors de croissance exogène. L'analyse par la demande met en avant le supplément de consommation des ménages, le supplément d'investissement côté entreprise, la variation des dépenses publiques et les exportations du pays. Les théories de la croissance endogène proposées à partir des années 80 mettent en avant une autre série d'explications. Ainsi, la croissance serait un phénomène cumulatif, elle serait capable de s'auto-générer du fait de divers paramètres, notamment l'importance des connaissances accumulées, l'effet d'apprentissage, l'effet d'expérience, l'importance du capital humain et de l'éducation, l'importance aussi de l'État par le biais des infrastructures, les évolutions notamment dans l'organisation du travail. Les différentes politiques économiques visent à stimuler la croissance, aussi bien par l'offre en agissant sur le travail, le capital ou la productivité. Il s'agit notamment de la politique industrielle, de la politique d'éducation, de santé, de la politique fiscale ou liée à l'investissement.
Elles peuvent être aussi des politiques visant à stimuler la demande, soit la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et les exportations, notamment dans ce cas la politique monétaire et la politique budgétaire. Certaines de ces politiques permettent d'agir à court terme et sont donc plutôt conjoncturelles, alors que d'autres agiront sur le long terme et sont donc notamment structurelles. Pour terminer, retrouvons les auteurs et concepts évoqués dans ce thème, et également les différentes ressources à votre disposition, tant sur le blog que sur les 2 chaînes YouTube. Bon courage, bon apprentissage!